Tu disais, on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions. Il y en a pas mal qui sont là-dedans. Et en particulier, j'ai écrit des livres pour les enfants. Donc, toute une série qui s'appelle Le Prince des nuages. Il y en a trois. Et c'est pour raconter un petit peu le ciel, les étoiles à travers une aventure. Voilà, il y en a trois. Et puis, j'ai écrit un livre à Noël qui s'appelle Voyage vers l'infini, dans lequel il y a des images absolument extraordinaires. J'ai pile ouvert là où il n'y a pas d'image. Mais Mais il y en bref, a. c'est des images de l'univers qui sont expliquées à travers un voyage. Voilà, c'est ce que je fais. Merci. Ben, merci beaucoup, Christophe. Alors, on a une habitude pendant ces rencontres, c'est que la première question, on la pose toujours au public pour savoir un petit peu où ils en sont des sujets dont on va parler. Et donc, on va demander aux enseignants et aux enseignantes de nous écrire dans le chat si la moitié, plus de la moitié, moins de la moitié de votre classe, comment elle a répondu à cette question. La question est la suivante. Combien d'entre vous seraient prêts à partir dans l'espace? Vous levez la main et on va laisser vos enseignants et vos enseignantes nous répondre dans le chat. Alors, plus de la moitié, moins de la moitié, qui part dans l'espace? La moitié, plus tous. Ah ben voilà, plus de la moitié. 80%. Bon, globalement, c'est toujours plus de la moitié. Donc, bon, bah, on a toute une génération qui est prête à quitter la Terre. Ça va être un problème. Il va falloir qu'il en reste quelques-uns ici quand même, hein. Vous êtes surtout complètement fou, Ah, parce que dans l'espace, c'est ultra, ultra hostile. Et on survit pas facilement dans l'espace. Moi, si j'étais vous, je resterais bien au chaud sur Terre. voilà, un premier conseil donné par Christophe. On va vous en donner d'autres pour ceux qui auront envie de repartir dans cette immensité. Alors, la toute première question est une question qui a été posée par plein d'élèves, plein de classes qu'on a reçues avant cette rencontre. Et on va appeler pour la poser la classe d'Aurélie Mercier-Richard, l'école Jules Ferry de Suresnes en Île-de-France. Est-ce que vous êtes là et est-ce que vous pouvez, du coup, ouvrir votre micro et poser la toute première question? L'école Jules Ferry, Suresnes, Île-de-France. Ah zut, ils sont plus là. Ils étaient là tout à l'heure, mais ils sont plus là. Eh ben, c'est pas grave. Alors, s'ils sont là, on vous écoute. Allô, Oui. la régie nous dit que vous êtes là. On vous écoute. Et on vous voit. C'est quoi le Big Bang? A-t-il vraiment existé? C'est quoi le Big Bang et a-t-il vraiment existé, Christophe? Eh ben, très bien. On va partir sur cette première question qui est une question très, très globale et gigantesque. Alors, avant de vous montrer quelques images pour vous expliquer ça, je vais juste vous dire la chose suivante. Pendant extrêmement longtemps, nos ancêtres se disaient qu'il n'y avait pas forcément eu un début à notre univers, que notre univers n'avait pas forcément eu une histoire lui-même, que peut-être que les étoiles et les planètes pouvaient naître et mourir, peut-être que les choses dans l'univers pouvaient naître et mourir, mais pas l'univers lui-même. On a compris que notre univers avait une histoire il y a à peu près 100 ans, grâce à Einstein. C'est grâce à lui que tout d'un coup, on s'est dit, ah, ben si ça se trouve, même l'univers, il change avec le temps. Alors, comment on s'est dit ça? L'idée de base, c'est que on a regardé un petit peu les étoiles qui sont au-dessus de nos têtes. Alors, ce que vous voyez là, c'est un ciel la nuit. J'imagine que beaucoup d'entre vous reconnaissent la bande blanche qui traverse le ciel. Je suis même sûr que pas mal d'entre vous savent comment ça s'appelle. Ça s'appelle la Voie lactée. Alors quand on regarde le ciel comme ça, on en voit un tout petit bout. Mais en réalité, la Voie lactée, c'est beaucoup plus grand que ça. On a réussi, avec des télescopes et en prenant des photos un petit peu partout, à prendre des images de la Voie lactée en entier. Et en entier, ça donne quelque chose comme ça. Ça, c'est des vraies photos de la Voie lactée, depuis l'intérieur, depuis chez nous. Alors pourquoi je vous montre ça en parlant du Big Bang? Ça peut paraître bizarre, mais le truc, c'est que si on regarde la Voie lactée vue du dessus, quelque chose qu'on ne peut pas faire parce que c'est beaucoup trop loin, eh bien la Voie lactée, elle ressemble à ça. Et c'est ce qu'on appelle une galaxie. Il y a dedans 300 milliards de soleils. Et le soleil, notre soleil à nous, il est à peu près ici. Et la raison pour laquelle je vous montre ça, c'est que des galaxies dans l'univers, il y en a plein. Ça, c'est la nôtre, c'est la Voie lactée. Je vous ai mis quelques images d'autres galaxies, comme celle-là, qui s'appelle Andromède, qui est pas très loin de nous, mais qui est gigantesque. Et il y en a d'autres. C'est juste pour que vous voyez qu'il y en a vraiment plein un petit peu partout. Sur cette image-là, qui va apparaître maintenant, c'est une image qui est parue jeudi dernier, qui a été prise par un télescope
européen qui s'appelle Euclide. Et sur cette image, il y a plus de 50 000 galaxies. Alors, si vous les regardez un petit instant, vous allez voir qu'elles sont un petit peu éparpillées dans l'espace. Il y a environ, euh, comment je fais là? J'arrête le partage ici. Il y a environ une centaine d'années à nouveau, il y a un astronome, deux messieurs qui ont regardé les étoiles avec leur télescope et qui ont remarqué que toutes les galaxies lointaines dans l'univers s'éloignent de nous. Elles partent dans toutes les directions. Qui qu'on soit, où qu'on soit, les choses s'éloignent de nous. Alors on aurait pu se dire qu'on était spécial, par exemple qu'on ne se sentait pas très bon et que du coup les autres galaxies voulaient s'éloigner de nous. Mais en réalité, les scientifiques se sont dit que c'était pas ça. Ils se sont dit que toutes les galaxies avaient donné l'impression de s'éloigner, mais qu'en réalité, elles ne bougent pas. Ce qui change, c'est la distance qui les sépare. Et cette distance, elle s'étire. Les distances s'agrandissent dans l'espace. Ça a un nom. On l'a appelé l'expansion de notre univers. Et c'est à partir de ça qu'est arrivée l'idée du Big Bang. Parce que si tout s'éloigne de tout partout tout le temps aujourd'hui, on peut faire l'histoire à l'envers et se dire que l'univers était plus petit avant. Et il était peut-être tellement petit à un moment que toutes les galaxies qu'on voit dans l'univers, tout ce qu'on voit dans l'univers, étaient réunis dans un endroit minuscule, tellement minuscule que tout devient infini. Et ça, c'est ce qu'on a appelé le Big Bang. Alors, le Big Bang, ce serait donc la naissance, d'une certaine manière, de l'univers tel qu'on le connaît, nous, aujourd'hui. Est-ce qu'on a des preuves que ça a réellement existé? C'était la deuxième question qui m'a été posée il y a quelques instants. Eh bien, la réponse est oui. Parce que quand il était tout petit, l'univers, eh bien, il était ultra chaud. En grandissant, la température a baissé. Mais on devrait voir encore des restes de cette température du tout début de notre univers, quand il était tout bébé. Et il se trouve que ces restes-là, on les voit. On arrive à détecter cette température de l'origine, quasi-origine de notre univers. Donc oui, le Big Bang a existé. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais il a existé et on en a des preuves dans le ciel. Merci Christophe. Alors, tu as parlé de notre galaxie, donc de la Voie lactée. On nous a posé plein de questions sur divers objets célestes. Et du coup, je te propose qu'on parle d'abord des galaxies et puis petit à petit, on va se rapprocher de notre système solaire et puis de la Terre. On nous demande du coup, est-ce que notre galaxie grandit d'une part et quelle est la plus grande galaxie? Alors, notre galaxie, c'est ce qu'on appelle la Voie lactée, hein, c'est celle qu'on a vue il y a quelques instants et qui se trouve, je vais vous la montrer à nouveau, comme ça on l'a sous les yeux. Elle est là. Vue du dessus, ça ressemble à ça. Et c'est donc une sorte de petite famille, grande famille même, composée de centaines de milliards d'étoiles. Est-ce qu'elle grandit, cette galaxie? Mais il se trouve qu'il y a des petites galaxies qui lui tournent autour. Et une galaxie, ça grandit lorsque ça avale des petites galaxies qui sont autour d'elle. Notre galaxie, on sait qu'elle en a avalé plein dans le passé. Quand je dis avaler, c'est pas méchant, hein. Ça veut dire que leurs étoiles sont venues se rassembler à l'intérieur de notre galaxie à nous. Et elles se sont mises à tourner avec les autres étoiles qui étaient là. Mais ce qui est plus drôle encore, c'est qu'il y a une autre galaxie gigantesque que je vous ai montré tout à l'heure. Là, il y avait le Soleil. Et l'autre galaxie gigantesque qui est à côté de nous, c'est celle-ci. Elle s'appelle Andromède. Et ça, c'est une vraie photo d'Andromède. Elle contient peut-être 6 ou 700 milliards d'étoiles. C'est gigantesque. Et il se trouve que notre galaxie et Andromède se rapprochent l'une de l'autre. Et qu'un jour ou l'autre, eh ben, elles vont se rentrer dedans et former une galaxie absolument gigantesque qui contiendra l'ensemble des étoiles de notre galaxie et celle d'Andromède. Et alors ça arrivera dans à peu près, c'est pas demain, hein, vous avez le temps, c'est dans à peu près 4 milliards d'années. Alors, c'est sympa parce que ça répond aussi à la question que nous a posée la classe 6. Si on va dans l'espace, est-ce qu'on peut voir les galaxies? Du coup, oui, on peut les voir. Ah ben, les galaxies, en fait, on en voit un petit peu partout dans l'espace. On en voit, alors je vais remettre ici, hop, on en voit absolument partout des galaxies et on en connaît des milliers de milliards. Donc il y en a vraiment plein, 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 plein partout. Maintenant, depuis la Terre, on en voit déjà, même à l'œil nu.
si vous demandez à quelqu'un qui s'y connaît un peu, en été, par exemple, quand il fait chaud et que vous êtes en vacances, donc vous pouvez vous coucher tard, vous pouvez regarder le ciel depuis l'hémisphère nord, par exemple, depuis la France. On en voit au moins une, c'est dans le ciel qu'on arrive à apercevoir, même sans jumelles. On voit une sorte de tout petit nuage qui est pas très grand, qui est grand comme ça pour nos yeux et qu'on arrive à apercevoir dans le ciel. On nous demande à quoi correspondent les couleurs dans les galaxies que tu as montrées. Alors, il y a certaines galaxies, toutes les galaxies, on peut les voir à l'œil nu. Si on est suffisamment près, on peut les regarder avec nos yeux. Maintenant, il y a quelques galaxies qu'on regarde avec des télescopes qui perçoivent une lumière que nos yeux ne voient pas. Mais là, toutes les galaxies que je vous ai montrées il y a quelques instants, par exemple Andromède, qui était celle que vous voyez là, que vous voyez maintenant. Andromède, ça, c'est les couleurs qu'on verra avec nos yeux. Et ça correspond à peu près à la composition des gaz et des poussières qui traînent à l'intérieur de cette galaxie un petit peu partout. Voilà. Merci. On nous demande qu'est-ce qu'il y a dans l'espace. On se demande s'il y a de la pluie, du vent. Alors, une fois qu'on est dans l'espace, on n'a pas vraiment besoin de parapluie. Parce que la pluie, c'est les nuages qui sont sur Terre. Il faut qu'il y ait un ciel, il faut qu'il y ait une atmosphère. Une fois qu'on sort du ciel, une fois qu'on sort de l'atmosphère et qu'on arrive dans l'espace, là, il n'y a plus grand-chose. Il fait très froid, mais c'est très dangereux parce que ce n'est pas un parapluie pour nous protéger de la pluie qu'il faut, mais c'est une sorte de bouclier contre les rayons cosmiques et les rayons du soleil. Nous, sur Terre, on est protégé contre les attaques de l'espace par le ciel, par notre atmosphère. C'est une sorte de bouclier qui fait qu'à la surface, on est bien, on est tranquille. Une fois qu'on est dans l'espace, il n'y a plus de bouclier. Donc, il faut d'une certaine manière se protéger. Et ces radiations-là, elles sont très, très, très dangereuses. C'est pour ça qu'en général, les astronautes n'ont pas le droit de rester dans l'espace plus qu'un certain temps, à peu près un an. Après ça, il faut qu'ils reviennent sur Terre. Merci Christophe. Alors, bon, on est parti du Big Bang, on arrive sur la galaxie et là, on va accueillir à nouveau une classe, l'école Alexandre Dumas, le CE1, CE2 de Sophie Amar à Cannes, dans les Alpes-Maritimes, qui avait une question à te poser et qui est quand même bien en lien. En fait, je ne sais pas parce que moi, je ne suis pas physicienne, donc je fais un lien entre la galaxie et la question qu'ils ont à poser, mais peut-être pas du tout. On C'est va toi qui vas voir. Alexandre Dumas. Sophie Amar, vous êtes là? Nous sommes là. Salut les enfants, on vous Bonjour. écoute. Alors, vous devriez faire avec nous, moyen. Alors, on a une question pour vous, donc. Vous nous entendez bien? Oui. On vous écoute, on vous entend. Bonjour. Bonjour. C'est quoi le trou noir? Ah, c'est quoi les trous noirs? Ça y est, on rentre dans ton sujet de prédilection. Après Big Bang, merci pour votre question. Les trous noirs, c'est un beau sujet, ça. Alors, dans l'espace, il y a plusieurs astres qui sont possibles. Il y a des astres qui sont comme les étoiles, il y a des astres qui sont comme les planètes, et il y a ces fameux trous noirs. Si vous vous demandez pourquoi vous n'êtes pas en train de vous envoler là maintenant sur vos chaises, je suis sûr que vous savez la réponse. Vous allez me dire, parce qu'il y a la gravité, parce qu'il y a la Terre sous nos pieds. Maintenant, imaginez qu'il y ait toujours la Terre, mais que la Terre soit beaucoup plus dense, qu'il y ait beaucoup plus de matière à l'intérieur, qu'elle soit beaucoup plus lourde. Et bien tout d'un coup, la gravité sera encore plus forte. C'est qu'au bout d'un moment, ça se trouve, vous n'arriverez même pas à vous lever de votre chaise tellement vous serez attiré vers le bas. Vous n'arriveriez même pas à vous lever de votre lit le matin tellement la gravitation serait forte. Et bien un trou noir, c'est l'extrême de ça. C'est lorsque vous avez un objet, que ce soit une planète ou ce que vous voulez au départ, qui est tellement comprimé dans un espace tellement petit que la gravité devient absolument phénoménale, à tel point que même la lumière n'arrive pas à en partir. Par exemple, si vous prenez une lampe torche et que vous êtes dans un trou noir et que vous voulez éclairer le plafond, eh ben, la lumière, elle ne va pas réussir à monter, elle va glisser comme si c'était de l'eau. Elle va glisser le long de votre lampe torche et aller vers le bas. Tout va tomber vers le bas. C'est pour ça qu'on appelle ça un trou. Ça tombe vers le bas. Et on appelle ça un trou noir parce que même la lumière ne peut pas sortir, ce qui veut dire que rien ne peut en sortir, ce qui veut dire que c'est tout noir. C'est pour ça qu'on a appelé ça un trou noir. Alors peut-être que vous voulez savoir si ça existe des trous noirs là aussi. Peut-être que vous voulez savoir s'il y en a
dans l'espace. Et ben, du coup, je vous ai préparé quelques petites images pour vous montrer ça. Alors, déjà, dans notre galaxie, dans la Voie lactée, ça, c'est la Voie lactée, c'est chez nous. S'il y a bien un endroit où il risque d'y avoir un truc bien costaud, c'est au centre. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il y a quelques années, il y a un groupe de scientifiques qui a réussi à prendre en photo le cœur de le trou noir qui se trouve au centre de notre galaxie. Et c'est un trou noir gigantesque. Il fait 4 millions de fois la masse du Soleil. Et le voici en photo. On n'en a que deux des photos de trous noirs gigantesques dans l'espace. Et ça, c'est l'un d'entre eux. C'est le trou noir au centre de notre galaxie. Il s'appelle Sagittaire A étoile. C'est le nom du trou noir au centre de notre galaxie à nous. Voilà. Est-ce que, alors évidemment, là, il y a une question qui revient à peu près toutes les 3 secondes, c'est millimétrique. Qu'est-ce qu'il y a derrière un trou noir? Eh oui, qu'est-ce qu'il y a dans un trou noir? Alors, tant qu'on vient de dépasser, on vient de rentrer à l'intérieur d'un trou noir, eh ben là, on sait. C'est quasiment la même chose que nous. Ce qu'on ne sait pas, en revanche, c'est ce qui se passe lorsqu'on tombe tout au fond. Là, à ce moment-là, on n'a aucune idée de comment trouver les... On n'a même pas les formules. Ça fait partie de la recherche d'aujourd'hui et peut-être que ce sera un ou une parmi vous qui réussira pour la première fois à découvrir ce qui se passe au centre, au cœur d'un trou noir. Pour l'instant, personne n'a la moindre idée. C'est beaucoup trop compliqué. Et il se trouve que si vous arrivez à trouver ça, vous aurez probablement aussi la réponse de savoir comment est arrivé le Big Bang. Parce que c'est probablement la même question, même si on n'en est pas tout à fait sûr non plus à ce niveau-là. Alors, Delphine, la classe de Delphine Guédon, l'école Jean Monnet dans le 92, c'est en Île-de-France, nous demande c'est quoi la taille d'un trou noir? Alors, la taille d'un trou noir, ça va être assez facile. À chaque fois qu'il y a un soleil qui devient un trou noir, il fait environ une boule de 3 kilomètres de rayon. Donc, c'est vraiment tout petit. En gros, c'est plus petit qu'une petite ville et ça a la masse du soleil à l'intérieur. Alors, pour vous parler quand même des choses les plus extrêmes, on peut aussi se demander quelle est la taille du trou noir le plus gigantesque qu'on ait jamais rencontré. Eh bien ça, alors déjà, je vais vous montrer à quoi ressemble un trou noir lorsqu'on est tout près. Ça, c'est une vraie photo. Et si on pouvait être juste à côté, on verrait quelque chose comme ça. Ça, c'est à quoi ressemblent en théorie les trous noirs si on était juste à côté d'eux. Maintenant, est-ce qu'on en a vu des gigantesques? Le plus gros qu'on ait dans notre galaxie fait 4 millions de fois la masse du Soleil. Alors là, j'ai une question qui vient d'apparaître, qui est pourquoi il est lumineux? C'est une bonne question, vu qu'il devait être tout noir. Eh bien, c'est parce que lorsque de la matière tombe à l'intérieur, elle tombe de plus en plus vite, parce que le trou noir l'attire de plus en plus vite, et en tombant, en gros, la matière va chauffer. Donc, ce qui est lumineux, c'est la matière qui tombe dedans et qui chauffe et qui devient lumineuse. Une fois que c'est tombé à l'intérieur, on ne voit plus rien. Mais c'est en tombant autour du trou noir que ça chauffe. Est-ce qu'un homme a déjà vu un trou noir? Non, mais on les a pris en photo. Et est-ce qu'on peut remonter là? Je vais le faire en direct. Est-ce que, pardon. Est-ce que Est-ce qu'on peut remonter le temps est-ce dans un qu'on peut trou noir? remonter le temps dans un trou noir? Et bien, dans certains trous noirs, peut-être, mais c'est complètement théorique. On n'a pas du tout la preuve de ça pour l'instant. Mais je vais continuer sur les trous noirs pendant quelques instants. Ça, c'était dans notre galaxie, au centre. Et les lignes rouges dans le trou noir, c'est ce que je viens de dire, c'est la matière qui tombe à l'intérieur, comme si, par exemple, il était en train de manger une étoile qui est à côté. Là, c'est notre galaxie. Si vous regardez, il y a des petits points qui sont en dehors de notre galaxie, qui sont d'autres galaxies, comme je vous disais tout à l'heure. Ça, c'est une petite carte de notre voisinage local. Notre galaxie à nous, elle est en bas à droite, et tous les petits points où il y a des noms marqués au-dessous, c'est des galaxies qui lui tournent autour. En haut à gauche, c'est d'autres galaxies. Ça s'appelle donc le groupe local. C'est notre petite famille de galaxies dans l'espace. Il y en a une cinquantaine. Mais si on va plus loin, eh bien, il y en a plein. Là, chaque petit point que vous voyez correspond à peut-être 10 ou 20 galaxies. Et si vous voyez sur votre écran, sur la droite, en haut, là, il y en a plein des petits points. Et bien, avec un télescope, l'année dernière, il y a 2 ans, on a pointé un télescope vers ces endroits-là et on a vu ce genre de photos.
Ça, tous les points que vous voyez apparaître là sur votre écran, ce sont des galaxies. Et il y a une galaxie que je vais vous montrer en particulier, c'est celle qui est en plein milieu de l'écran. Quand on zoome vers elle, on voit ça. Et normalement, vous devriez voir apparaître un petit jet bleu qui sort de cette galaxie. Il est tout bizarre, ce jet bleu. Quand on va de plus en plus près, on voit que ce jet, il existe réellement. Et il est immense. Il est plus grand que la galaxie lui-même. Et bien ça veut dire qu'au centre de cette galaxie, il y a un trou noir absolument colossal qui fait plusieurs dizaines de milliards de fois la masse de notre Soleil. Et ce trou noir, c'est le deuxième trou noir qu'on a pris en photo. Le voici. C'est un des plus gros trous noirs qu'on connaisse dans notre univers. Et il ressemble beaucoup à celui qui est dans notre galaxie, mais il est au moins 1000 fois plus gros. Peut-être 30 000 fois plus gros. Il est absolument gigantesque. Ça, c'est l'effet qu'a le trou noir sur la galaxie. Il est au centre, il y a des choses qui lui tombent dedans, ça c'est une vraie photo, et ça éjecte des petites choses qui tombent trop vite à l'intérieur, qui du coup, au lieu d'être avalées, sont éjectées à l'extérieur du trou noir. On nous pose une question parce que trou noir, ça fait penser apparemment aux enfants à trou de verre aussi. C'est pareil, c'est pas pareil? Alors, un trou de verre, c'est un peu lié, mais pas tout à fait. Un trou de verre, c'est quand on imagine qu'on a notre univers qui est absolument gigantesque. Pour aller d'un point à un autre dans l'espace, il faudrait voyager à travers tout cet espace. Et parfois, ça peut prendre tellement de temps que c'est complètement impossible. Déjà, nous, on est allé sur la Lune, mais pas plus loin en tant qu'humain. Alors, l'univers tout entier, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. Mais peut-être, étant donné que notre univers, il peut se déformer un peu, peut-être que par moment, l'univers, il peut se déformer tellement que deux points éloignés, qui sont en bas de mes mains là, peuvent se mettre à se toucher. On peut avoir des raccourcis entre des points éloignés dans l'espace. Ça, c'est ce qu'on appelle des trous de verre. Alors, il y a certaines personnes qui imaginent que les trous noirs peuvent créer des trous de verre, donc peut-être des raccourcis entre différents points dans l'univers, ou bien, encore mieux, des passages vers d'autres univers qui existeraient. Est-ce qu'on est sûr de ça? Absolument pas. C'est juste de la théorie pour l'instant. C'est lorsqu'on s'amuse avec ce qu'on sait, on arrive à découvrir que peut-être c'est possible. Mais on n'en sait pas vraiment plus. Merci. Alors, on va redescendre encore d'une taille. Là, on est parti, le Big Bang, les galaxies. Quoi que le trou noir, on en est reparti dans un truc énorme, mais on va redescendre. Je vais demander aux classes, quelle est votre planète préférée? Est-ce que, mesdames et messieurs les enseignants, vous pouvez nous écrire dans le chat quelle est votre planète préférée? Ce que les enfants répondent. Et on va essayer d'un peu de rentrer dans ce sujet-là. Il y a plein de questions qui sont posées sur les étoiles, les planètes, etc. Alors, on nous répond beaucoup. Saturne, Mars, la Terre, Jupiter, Pluton. On va parler de Pluton, tiens. Ah, on veut? Ah oui, je D'accord. crois à un moment, il y a une petite question sur Pluton. Mais Pluton, c'est pour les anciens. Oui, C'est ceux qui pensaient, à qui on a appris au départ que c'était une planète, c'est ça? exactement. Donc, on va voir pourquoi. Bon, d'ailleurs, on nous a posé la question, pourquoi c'en est plus une? Il y a un grand sentiment d'injustice par Je peux rapport à Pluton. répondre à ça tout de suite, pendant qu'on attend Vas-y. la liste. Alors, autour du Soleil, il y a pas mal de planètes. En fait, la définition d'une planète, pour être une planète, il y a trois critères. Le premier, c'est qu'il faut que ça tourne autour du Soleil. Bon, ben ça, Pluton tourne autour du Soleil, ça va. La deuxième, c'est qu'il faut que ce soit suffisamment grand pour que la gravitation transforme ce que c'est en une boule. Parce que si c'est pas assez grand, la gravitation n'est pas assez forte et à ce moment-là, on obtient quelque chose comme un astéroïde qui a la forme d'une patate, pas la forme d'une boule. Pluton, elle est assez grande, c'est une boule. Donc ça marcherait aussi. Mais le troisième critère, c'est qu'en tournant autour du Soleil, pour être une planète, la candidate doit avoir nettoyé toutes les poussières et les petits débris qui traînent un petit peu partout. Et ça, Pluton, elle l'a pas fait. Elle a laissé des choses derrière elle, elle n'a pas rangé sa chambre. Et du coup, une fois qu'on a réalisé ça, eh ben, elle a perdu son titre de planète et elle est devenue une planète naine. Mais en vrai, c'est pas que pour ça. C'est aussi parce que on a trouvé d'autres planètes comme elle, donc d'autres planètes naines ou pseudo-planètes dans le système solaire. On en connaît cinq ou six déjà, et il y en a qui sont même plus grandes encore que Pluton. Et comme elles n'ont pas nettoyé, elles non plus, leur trajectoire, ensemble, elles ont créé une nouvelle catégorie qu'on appelle donc les pseudo-planètes ou les planètes naines. C'est pour ça que Pluton n'est plus une planète.
Merci. Alors, de la même façon qu'on essaie de comprendre pourquoi Pluton n'est plus une planète, on nous demande pourquoi les étoiles brillent-elles? Ah oui. Alors, pour ça, il faudrait savoir la différence, par exemple, entre une planète et une étoile. Une étoile, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gros qu'une planète. C'est tellement gros que la gravitation encore, ça attire énormément les choses vers le centre. Tout à l'heure, je vous disais que si la Terre était plus lourde, pardon, plus dense, on dit, disons plus lourde, vous seriez écrabouillé par terre, vous n'arriveriez pas à vous relever. Eh bien, les étoiles, c'est comme ça. C'est beaucoup plus lourd. À tel point qu'au cœur des étoiles, il y a de la matière qui est fabriquée. Au cœur des étoiles, il y a les atomes. Les atomes, c'est les briques de base, c'est les Legos, si vous voulez, qui forment la matière qui est dans nos corps, qui est dans les tables, dans l'air qui est autour de nous. Et les étoiles, dans leur vie, elles collent entre eux des petits atomes pour fabriquer des atomes plus gros. Donc les étoiles brillent parce qu'elles fabriquent la matière qui est autour de nous. Alors pour vous donner une petite idée de la taille d'une étoile par rapport à une planète, je vais vous montrer ici. Vous allez avoir, alors idéalement, il faudrait que vous fermiez les yeux pendant une seconde. Hop, voilà, c'est fait. Là, il faut bien que vous regardiez sur votre écran. Il y a la taille de la Terre qui va apparaître. La Terre, ça donne ça. Je ne sais pas si vous voyez, en haut à gauche de votre écran, il y a un petit point qui a dû apparaître. Une fois que vous l'avez bien, maintenant, je vais mettre la taille du Soleil en comparaison. Le Soleil, il fait cette taille-là. Et normalement, il devrait tourner un petit peu. Je ne sais pas si ça marche chez vous. C'est pas de très bonne qualité, mais c'est un vrai film de la surface du Soleil. Il n'y a aucun trucage là. Ça, c'est vraiment notre Soleil. Il ressemble à ça. Donc, il y a vraiment une grosse, grosse différence entre la taille d'un Soleil qui brille parce qu'il colle entre eux des petits atomes pour fabriquer des gros atomes. Et ça libère énormément d'énergie. Tellement d'énergie que ça fait briller les étoiles. Et une planète là, comme la Terre que vous voyez au-dessus, elle n'a pas cette énergie pour fabriquer des gros atomes à partir de petits atomes. Et du coup, voilà, elle brille pas. Elle brille parce qu'elle reflète la lumière du Soleil, mais elle brille pas toute seule. Comment on fait pour filmer le Soleil? Ça, je vais l'apprendre tout de suite, cette question de Flo, qui dit, je vous rappelle un truc quand même aux enfants surtout qui sont là, il faut absolument jamais essayer de regarder le Soleil comme vous le voyez là, juste avec vos yeux. Parce que là, vous pouvez vous brûler les yeux extrêmement fort. Et encore moins avec des jumelles et tout ça. Là, l'œil, il brûle tout de suite et ça se répare jamais. On devient aveugle. En revanche, pour réussir à prendre ce genre d'image, déjà, il n'y a personne qui regardait avec son œil directement. Ce sont des télescopes qui font ça, des télescopes qui sont dans l'espace et qui mettent devant des filtres spéciaux qui sont des genres de grosses lunettes de soleil. Mais nous, nos lunettes de soleil à nous, elles ne suffisent même pas pour pouvoir regarder le soleil à l'œil nu. Donc, quand je vous dis pas regarder avec l'œil tout court, faut pas. Mais même avec des lunettes de soleil, il faut pas regarder le soleil directement. C'est des objets spécialisés qui arrive à faire ça. On nous demande, le PU de Saint-Exupéry nous demande pourquoi la Terre n'est jamais ni trop froide ni trop chaude. Alors nous, on est à une distance qui est pas trop mal par rapport au Soleil. Si on était beaucoup plus près, il ferait beaucoup plus chaud. Et comme on n'est pas super loin du Soleil, eh ben, il fait pas trop froid non plus. Donc on est à une bonne distance pour qu'il ne fasse ni trop chaud ni trop froid. Et mieux que ça, on a une fois de plus un ciel, c'est-à-dire une atmosphère qui nous permet de garder un petit peu de cette chaleur autour de nous avant qu'elle ne soit renvoyée dans l'espace. Et c'est grâce à cette chaleur-là qu'il fait bon vivre sur Terre. S'il faisait plus froid, il n'y aurait pas d'eau liquide. S'il faisait plus chaud, il n'y aurait pas d'eau liquide non plus. Dans un cas, ce serait gelé, et dans l'autre, ce serait pas gelé, ce serait complètement évaporé. Il n'y aurait pas d'eau liquide et on ne pourrait pas vivre ici. Il y a beaucoup de classes qui nous demandent comment s'est formé le Soleil. Donc tu l'as montré, on a envie de tout savoir. Absolument. Alors, je vais voir si j'ai quelque chose à vous montrer pour ça. Eh ben, je crois que oui. Je vais vous montrer quelques petites images par rapport au soleil. Comment se forme un soleil? Est-ce que pendant que tu cherches l'image, tiens, j'aurais bien posé la question aux enfants. Ah oui, bah, si vous Est-ce voulez. qu'il y en a qui ont envie de prendre la parole et de nous dire à votre avis comment le Soleil s'est créé? Allez, levez la main s'il y en a qui savent. CM2B, Madame Rondini, allez-y, si vous avez un micro, on vous écoute. Faites venir vos élèves.
Est-ce que vous savez comment le soleil s'est créé? Puis après, on va voir la réponse de Christophe. Madame Rondini, vous avez levé la main. On vous écoute alors. Comment s'est créé le soleil? Alors, Nolan, vas-y, approche-toi. Tiens, vas-y, Nolan, va plus fort. Vas-y, parle plus fort alors. Le soleil, il s'est formé. Au début, c'était des roches qui se sont approchées à cause de la chaleur, qui se sont collées et ces roches-là se sont ensuite enflammées. Elles ont commencé à grossir et ça a donné le soleil. Alors, je vais répéter ce que tu as dit là. Merci beaucoup, jeune homme. Donc, c'était plein de roches qui se sont collées les unes aux autres. Ça les a chauffées et à la fin, ça a fait une grosse boule. On prend une autre réponse et après, on prend la réponse de Christophe. La classe Noureddine. Noureddine, on vous écoute. On vous laisse ouvrir votre micro. La classe Noureddine. Mettez-vous bien devant le micro quand vous répondez, comme ça on vous entend. Est-ce qu'il y a une réponse de la classe Noureddine ou pas? Non, zut. La classe Mot-Paumé, allez, je tente une dernière et puis après. Ah, si ça y est, on vous a Noureddine. Allez-y, vous avez une réponse. Est-ce que les planètes peuvent devenir des trous noirs? Non, monsieur. Alors, on va garder cette question pour plus tard parce que là, on cherche une La réponse sur réponse comment s'est A. créé le Soleil. Mais on Bon. garde ta question, c'est promis, on va y répondre. Bon, eh ben, Allez, je comment s'est réponds. créé le Soleil? Vas-y, allons-y. Alors, bah, c'était pas mal le coup des roches là, dont on a entendu une petite réponse il n'y a pas longtemps. Mais on va repartir un tout petit peu plus avant dans l'espace. Lorsque les étoiles ont fini de fabriquer des gros atomes, en général, elles arrivent à la fin de leur vie et disons que pour les plus grosses d'entre elles, elles explosent et ça donne des nuages comme celui que vous voyez là. Ce sont des étoiles absolument, c'est des objets absolument splendides. Ces nuages-là, ils envoient dans l'espace toute la poussière que l'étoile a fabriquée tout au long de sa vie. Ça, cette image-là, elle vient d'être publiée là, il y a quelques mois. C'est une étoile qui a explosé. C'est très joli. Je vous en montre une autre qui vient d'être publiée, pareil, il y a quelques mois. Et toute cette poussière, petit à petit, elle se réunit avec la poussière des autres étoiles qui ont explosé et qui sont pas trop loin. Et au final, ça forme des nuages absolument gigantesques, comme celui-là. Ce nuage-là, c'est ce qu'on appelle une nébuleuse. Et si on va regarder dans un des pics de ce nuage, on peut voir, alors, on va se rapprocher un petit peu, ça va peut-être sauter un petit peu, mais bon, c'est pas très grave. À l'intérieur de ces nuages-là, on voit ça. Alors sur cette image, je vais la garder. J'espère que c'est pas de trop mauvaise qualité, mais si vous la regardez bien, en plein milieu de ce qui ressemble à être un sablier là, en plein milieu, il y a une sorte de trait noir horizontal qui sépare les deux bords du sablier. Eh ben, ce petit trait noir que vous voyez là, si jamais on s'approche de lui, on réalise qu'il y a une étoile qui est en train de naître à l'intérieur à partir de la poussière des étoiles qui ont explosé. En fait, j'aime merci mon Pommet de dire que c'est trop beau, je suis bien d'accord. En fait, les étoiles naissent aujourd'hui, en tout cas, à partir de la poussière d'étoiles qui ont explosé avant elles. Cela étant dit, les planètes aussi. Les planètes naissent en même temps que les étoiles, plus ou moins, et et sont fabriquées à partir des poussières d'autres étoiles. Ce qui fait que tout ce qui est sur la Terre, tout ce qui est dans le Soleil, était dans des étoiles avant. Toute la matière qui est à l'intérieur de votre corps aujourd'hui a été fabriquée dans le cœur d'une étoile ou de plusieurs étoiles qui ont explosé il y a extrêmement longtemps. C'est pour ça qu'on peut dire que vous êtes fait de poussière d'étoiles, toutes et tous, dans toutes vos classes. On est toutes et tous faits de poussière d'étoiles. Alors, est-ce que le soleil va exploser? Je vois qu'il arrive à l'écran. La réponse est oui. Et la réponse, si vous me demandez quand, j'imagine, c'est la semaine prochaine. Je laisse les professeurs rassurer les élèves derrière. C'était connecté. T'as pu revenir, c'était une blague.
Non, si on comprend, normalement, vu ce qu'on comprend des étoiles, notre Soleil à nous devrait grossir et tout ça quand il aura fini d'utiliser son carburant et de fabriquer des gros atomes. Et ça, c'est dans à peu près 5 milliards d'années. Donc, on a largement le temps de trouver une autre étoile d'ici là. Alors justement, c'est parfait, merci pour la transition. On va appeler au micro la classe de Sandrine Machet de l'école Saint-Exupéry à Wappy, en Moselle, pour te poser une question qui est exactement en lien avec l'explosion imminente, donc dans quelques milliards d'années, du Soleil. Est-ce que la classe de Sandrine Machet, vous êtes là, s'il vous plaît? Normalement, vous êtes là. Et bonjour, rebonjour, on s'est vu tout à l'heure. On écoute votre question. Peut-on vivre sur d'autres planètes? Merci les enfants. Alors, est-ce qu'une fois que le Soleil aura explosé, enfin peut-être même avant qu'on parte pas en pleine explosion, ça risque de perturber un peu la trajectoire, est-ce qu'on peut partir vivre sur une autre planète? Alors, qui a envie d'aller vivre sur une autre planète? Euh, Ah, il y en a beaucoup. Vous n'aimez pas la Terre, mais vous êtes tous complètement fous. Je- Parce que je vais vous montrer un petit peu. Autour du Soleil, en même temps que la Terre, attendez, je vais trouver la bonne image. Il y en a beaucoup moins que tout à l'heure. Elle est là. Tu veux le partir? Petite moitié. Autour de la Terre, autour du Soleil, pardon, déjà, si on cherche une autre planète, autant pas aller trop loin, parce que s'il faut voyager pendant 40 millions d'années pour y arriver, c'est pas très drôle. Même pour aller sur les planètes à côté de nous, ça prend des années parfois. Je vais vous montrer la taille des 8 planètes qui sont autour de nous. Donc, si la Terre, elle fait à peu près cette taille-là, où normalement, il y a un petit point qui est apparu sur votre écran. On va dire que ça, c'est la taille de la Terre. Il y a 4 planètes qui sont petites autour du Soleil. La Terre, c'est la plus grande des 4. Donc, il y a la Terre, juste un peu plus petit, il y a Vénus, après il y a Mars, et après il y a Mercure. Et ensuite, il y a les planètes géantes, que sont Uranus et Neptune, et ensuite les supergéantes, que sont Saturne et Jupiter. Alors malheureusement, les 4 géantes, on ne peut pas poser le pied dessus parce que c'est du gaz, et donc on traverse le ciel et on est complètement écrabouillé avant d'arriver au sol. En revanche, les 4 autres petites planètes, là, peut-être qu'on aurait pu habiter dessus. Sauf que sur Vénus, bah, il fait trop chaud. Il y a eu ce qu'on appelle un effet de serre qui est parti complètement en cacahuète. Et à la surface de Vénus, il fait environ plus 460 degrés. Alors si d'ailleurs quelques-uns parmi vous ou quelques-unes parmi vous voudraient partir avec moi sur Vénus, je vous préviens, il faut que vous preniez un maillot de bain. Parce que 460 degrés, c'est très, 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 très chaud. Et du coup, vous allez vous mettre en maillot de bain parce que il pleut sur Vénus. Manque de peau, il pleut pas des gouttes d'eau. Il pleut des gouttes d'acide sulfurique. Ce qui veut dire que ça vous fait des trous dans la peau absolument partout dès que vous prenez une goutte sur vous. Et en plus, le ciel est tellement lourd que que vous seriez complètement aplati par terre comme une crêpe. Du coup, laissez tomber le maillot de bain. Donc, on laisse direct tomber le maillot de bain. Ce qui veut dire que si vous voulez venir avec moi sur Vénus, en quelques minutes, vous êtes une crêpe brûlée aplatie avec des trous. Voilà, donc ça vaut pas vraiment le coup. Sur Mars, c'est un peu l'inverse. Il n'y a pas trop d'atmosphère là-bas. Donc, si vous sortez sans combinaison, ben, vous mourrez tout de suite aussi. Donc, je vous conseille pas de venir avec moi là-dessus. Du coup, si on veut habiter quelque part, il faudrait trouver soit une autre planète bien plus lointaine qui pourrait avoir de la vie, soit une planète avec de l'eau déjà qu'on puisse boire, qui serait pas trop loin de nous dans l'espace. On nous demande aussi, alors attends, je me suis perdue dans les questions. Mais c'est pas grave, je peux enchaîner sur quelque chose si Ah tu non, veux. vas-y, je veux bien que tu enchaînes. Parce que on peut aussi se demander, est-ce qu'il y a de la vie Ah bah, sur une des planètes autour de nous? c'est là où nous allions. Ah, Alors, bah très bien. bah, vas-y, alors du coup, Bah, enchaîne. si quelqu'un veut poser une question particulière, non, Je tu pense veux que y du coup, aller? ils vont te demander est-ce qu'il y a de la vie sur notre planète. Est-ce qu'il y a de la vie sur une autre planète? Alors, la question, je peux vous voir là, donc je peux voir certains. Qui pensent, levez la main ceux qui pensent qu'il y a de la vie extraterrestre quelque part dans l'univers. Alors, d'ailleurs, est-ce qu'il y en a qui veulent venir au micro pour nous dire pourquoi ils pensent qu'il y a des extraterrestres? Faut nous donner une vraie raison, hein. Est-ce qu'il y en a? Alors, le CE2 de Thermidor, allez-y. Pourquoi vous pensez qu'il y a de la vie sur une autre planète dans l'univers? On vous écoute. Ça répond pas. Zut. Alors, le CE2 Sainte-Marie-aux-Chênes. Oh là là, dis donc, c'est pas de bol avec les micros. Valérie Cardet, là, je vois plein de mains Ah, il y levées. a Ah, quelqu'un. allons-y. Et après, ce sera Valérie Cardet. Je vois que on vous voit. Alors, d'abord, allez-y, vous, on vous écoute. Alors, je ne pense pas, c'est vrai. Sainte-Marie-aux-Chênes, pourquoi vous pensez qu'il y a de la vie sur les autres planètes?
je pense pas que c'est des extraterrestres, mais quand même, mais je pense qu'il y a quand même de la vie sur les autres planètes. Ok. D'accord. Et ce serait quoi alors des Américains? Non, comme des vers, des petites bêtes. Ah, des Ouais. petites Des bestioles. vies intelligentes Et qui... toi, tu dirais qu'on dit des extraterrestres si jamais ils ressemblent un peu à des humains, c'est ça que tu veux dire? Oui, mais je pense qu'il n'y en aura pas encore des grandes. Des grands. Ok, Tu vois, ok. Merci. Alors, on va prendre du coup Valérie Cardet et ensuite on prendra les CE2, CM1 du Vallon. Tenez-vous prêts et ensuite on va discuter avec Christophe. Allez-y, on vous écoute, Valérie Alors, Cardet. c'est le CM1, CM2 de Zouftian. Euh, Enchanté, CM1, CM2. Hugo, Bonjour, Hugo, on t'écoute. vas-y. car je pense que Mars est peut-être habitable car on peut faire pousser de la mousse dessus et que des extraterrestres peuvent peut-être y vivre. Ok, Ok. ça marche, on prend. Merci beaucoup. Du coup, CM1, CM2 Vallon, on vous écoute. Vous m'avez dit on est dans les starting blocks. C'est le moment de partir. Non? Oui, Vous n'êtes plus dans les bonjour, starting vous blocks? entendez? Oui, ça Oui. y est. Ah, super. Alors, tu viens? Allez, on a une volontaire. On vous écoute. Allez, viens vite. Alors, à ton avis, il y a de la vie ailleurs que sur Terre. Non, Tu crois pas? non, je crois pas. Et on va en Pourquoi tu profiter penses qu'il pour... n'y a pas de vie ailleurs que sur Terre? On t'a pas entendu. Pourquoi tu penses pas qu'il y a de la vie ailleurs? Parce que là-bas, il y a pas de moyen de vivre là-bas. C'est-à-dire? Il n'y a pas moyen de vivre autre que la Terre parce que là-bas, il y a des changements climatiques. Enfin, ouais, il y a Oui, pas. en D'accord. même temps, tu leur as dépeint l'espace comme un endroit qui était Mais c'est super vrai. dangereux et tout, donc on se dit qu'effectivement. Il se trouve que c'est super dangereux l'espace, mais Mais que peut-être, à gauche, à droite, il existe des endroits où éventuellement ça passe. Alors juste, je vais rebondir sur ce que le garçon avait dit là sur la mousse sur Mars. On n'a jamais fait pousser de la mousse sur Mars. On ne sait pas du tout si on est capable ou s'il est possible de faire pousser de la mousse sur Mars. Si on avait trouvé de la mousse sur Mars, c'est l'équivalent de trouver de la vie ailleurs. Pour l'instant, on n'a jamais trouvé de la vie ailleurs que sur Terre. Même pas de la mousse, même pas des microbes, même pas des bactéries, rien. Ça ne veut pas dire qu'on n'en trouvera pas, hein. C'est possible qu'on en trouvera un de ces quatre, mais pour l'instant, on n'a rien trouvé du tout. Et du coup, la question de départ, c'était est-ce qu'il y avait de la vie ailleurs dans ouais. l'espace? Alors, je viens d'y répondre, donc non, pour l'instant, on n'en a pas trouvé. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a pas? Absolument pas. Ça veut juste dire que pour l'instant, on n'en a pas détecté. Et peut-être qu'on y arrivera dans les années à venir. D'ailleurs, on nous demande si l'espace se finit. Donc, Est-ce qu'il y a peut-être une que, fin à et l'espace? puis, est-ce qu'on a tout découvert? Du coup, Ah oui, ah oui, oui. Alors, est-ce que l'espace a une fin? On ne sait pas vraiment. En revanche, ce qu'on sait, c'est que ce qu'on peut voir, nous, dans l'espace, ça, oui, ça a une fin. C'est un peu comme si vous vous imaginez sur un bateau au milieu de l'océan. Imaginez-vous sur une barque. Vous êtes tout seul, toute seule, vous êtes peinard, il n'y a personne autour de vous, vous ne voyez même pas de continent. Il n'y a pas d'île, il n'y a rien. Eh bien, si vous regardez autour de vous, vous allez voir un horizon. Et l'horizon, il va créer un cercle autour de vous qui va vous donner l'impression que vous êtes au centre de l'océan. Dans l'espace, c'est pareil. Quand on regarde autour de nous, on voit un horizon qui nous donne l'impression qu'on est au centre de l'univers. Mais de la même manière que votre barque, si vous avez un ou une amie, si on prend Déborah, que je te mets dans une autre barque un petit peu plus loin, l'horizon de Déborah va être plus loin que le mien dans sa direction et moins loin que le mien dans l'autre. Mais entre nous deux, on va avoir quelques vagues qu'on voit tous les deux. Après, si nos barques sont suffisamment éloignées l'une de l'autre, par exemple, s'il y en a une qui est au large de la Bretagne et l'autre au large de l'Australie, et bien là, on n'a aucune vague en commun et on ne voit rien de pareil. Dans l'univers, c'est pareil. Nous, on a notre horizon à nous et d'autres gens, s'il y en a, hein, vont avoir d'autres horizons. Pour savoir si l'univers tout entier est fini, il faudra ajouter tous les horizons de tous les extraterrestres potentiels de l'univers. Et ça, on ne sait pas faire. On ne sait pas s'il est réellement fini ou non. C'est pareil enfin, c'est pas pareil sur la Terre, dans nos barques. Si on veut savoir la taille de l'océan,
on peut ajouter les horizons de tous les marins du monde, et si on fait ça, on obtient la Terre. Donc on voit que la Terre est finie. Mais pour l'univers, on ne sait pas faire. On ne sait pas. Merci Christophe. Alors, il nous reste vraiment une poignée de minutes pour, avant la fin de cette rencontre. Il y a vraiment plein de questions qu'on n'a pas pu poser par manque de temps, hein. Qu'est-ce que c'est que le mur de Planck? Expliquer la gravité, ça c'est des choses, il faudrait 18 conférences comme celle-là pour pouvoir le partager. On est sûr que vous pourriez comprendre, mais il faudrait qu'on puisse prendre le temps et on l'a pas forcément aujourd'hui. Moi, j'ai une question aussi qui a été posée un peu en transversal, à laquelle je voudrais que tu répondes, si c'est possible, très rapidement, et ensuite on va donner la parole aux enfants pour discuter directement avec toi. À quoi ça sert toute cette recherche? À quoi ça sert en fait toute la conquête spatiale? Enfin, pour le moment, on n'est pas capable d'aller dans les trous noirs, on ne sait pas s'il y a d'autres univers. Donc, à quoi ça sert? Alors, pourquoi est-ce qu'on fait de la physique? Pourquoi est-ce qu'on essaie de comprendre les lois qui sont dans la nature? Il y a plusieurs raisons pour ça. Il y en a une qui est et qui ne sert à rien d'autre que de satisfaire notre curiosité. S'il y a bien une chose qu'on aime toutes et tous, qu'on soit enfant ou adulte, c'est les bonnes histoires. Tout le monde, tous les humains adorent les histoires. Et on a envie de comprendre quelle est notre histoire en tant qu'humain. D'où on vient, d'où vient la Terre, comment sont nées les étoiles, pourquoi on est là, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Et il se trouve que grâce à la physique, grâce à des hommes et des femmes qui essayent de comprendre les lois de la nature, on commence à avoir des réponses à ces questions. En soi, c'est déjà fou qu'on arrive à avoir des réponses à ces questions. Et on pourrait n'avoir aucune solution jamais. Et ben, on commence à avoir trouvé les bons langages, les bonnes questions à poser, et on commence à avoir des réponses. Maintenant, d'un point de vue pratique, est-ce que ça sert à quelque chose? Eh ben, on pourrait dire que non, si jamais, par exemple, on considère que avoir un ordinateur ne sert à rien, ou avoir un téléphone portable ne sert à rien, ou un avion, ça sert à rien, ou une voiture, ça sert à rien. On ne serait pas capable d'avoir aucun de ces objets-là si on n'avait pas compris les lois de la nature qui se cachent derrière certains phénomènes. Par exemple, je vais vous donner un truc un peu compliqué, mais dans les ordinateurs et les téléphones portables, il y a quelque chose qu'on appelle un transistor. Un transistor, c'est quelque chose qui permet de jouer avec l'électricité. Quand les transistors ont été inventés il y a 100 ans, un transistor faisait à peu près cette taille-là, comme une grosse radio, à peu près cette taille-là. Aujourd'hui, grâce à notre compréhension du monde du tout petit, qu'on appelle la physique quantique, dans une puce de téléphone portable, il y en a 5 milliards. Dans une puce, dans chaque téléphone. Sans ça, on ne pourrait pas avoir ces téléphones portables-là. Ça, c'est pour les côtés un petit peu rigolos. Mais d'un autre côté, beaucoup plus important peut-être, il y a toute la médecine qu'on arrive à faire aujourd'hui, tous les instruments qui nous permettent de regarder à l'intérieur de nos corps pour nous soigner, viennent de notre compréhension de la nature. Donc ça sert beaucoup. Et en plus, peut-être que ça nous permettra de nous protéger contre des choses qui se passent dans l'espace et contre lesquelles on n'aurait pas beaucoup de défense si on ne comprenait pas comment les choses se passent. Merci Christophe. On va donner la parole maintenant aux enfants parce qu'il y a plein de questions. J'essaye d'en prendre quelques-unes dans l'ordre. On se donne 10 petites minutes Allez. pour répondre à tout ça. Alors, les CE2B de l'école Leclerc dans le 78 et le PR Vallon 108, préparez-vous, vous êtes les suivants. Bonjour, vous nous entendez? On vous entend, salut. Alors, Monsieur Galfard, déjà ravi de vous voir parce que j'ai dévoré votre livre, L'univers à portée de main. Mais là, c'était, voilà, mais je laisse parler les enfants, un vrai bonheur. J'y replonge demain. Donc, une question, Mathis, vas-y. Qu'est-ce qui se passerait si la Lune s'en allait? Alors, si la Lune partait d'à côté de la Terre, Oui. déjà, ce serait embêtant pour les marées, parce qu'il n'y aurait plus de marées dans l'océan et dans les mers. L'eau, elle resterait plus ou moins au même endroit tout le temps. Et il y a énormément de vie dans les océans qui ne pourraient plus vivre parce qu'elles dépendent des marées. En plus, notre Terre, elle a un axe autour duquel elle tourne, et c'est l'axe qui donne les jours et les nuits et les saisons et ce genre de choses. Et ben, sans la Lune, l'axe, il commencerait à faire n'importe quoi. Ou bien il pourrait faire n'importe quoi, disons, s'il était un peu perturbé. Et du coup, on n'aurait plus les jours et les nuits tels qu'on les a. La météo et le climat seraient complètement le bazar. On comprendrait plus rien. Merci.
CM1, Merci. Alphonse Pirlo. Merci à vous. Merci pour votre commentaire. Pardon, Pierre Vallon 108 et après ce sera le CM1 Alphonse Pierlo. Et je crie, je vois pas pourquoi je crie alors que le micro est devant nous. Pardon. Pierre Vallon 108. Bon, alors je te pose leur question. Est-ce qu'un jour on pourra voyager à la vitesse de la lumière? Alors, ce qui nous empêche de voyager à la vitesse de la lumière, c'est notre masse. Tout objet qui a une masse, comme nos corps à nous, ne peut pas atteindre la vitesse de la lumière. Pour voyager à la vitesse de la lumière, il faut être de la lumière. Donc, tant qu'on n'arrive pas à transformer nos corps en lumière, on n'y arrivera jamais. Et est-ce que ça, on y arrivera un jour? Je suis pas certain. Peut-être, hein. Dans Star Trek, ils ont réussi, alors pourquoi pas? Merci. Alors, le CM1 Alphonse Pierlo et après on prendra l'école Montessori de Paris. Préparez-vous. Allez-y. Vous nous entendez? On Oui. vous entend. Bonjour. Est-ce que sans le soleil ou la lune, on pourrait mourir? Ah ben, sans soleil ou la lune, c'est pas qu'on pourrait mourir, c'est qu'on est mort direct. On a besoin du soleil parce que c'est le soleil qui apporte toute l'énergie dont la Terre a besoin. Si on enlève le soleil, tout est gelé. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien. C'est cuit. Voilà. Donc on a besoin d'eux. Merci. L'école Montessori de Paris et après on prendra le CM2 Louis Pasteur. Désolée, nous avons changé de cours, mais merci pour tout. Merci à vous. Et l'école Montessori, on vous écoute. Est-ce que c'est vrai que les trous noirs aspirent le temps? Alors, merci pour la question, elle est pas mal. Eh ben, il se trouve qu'on pourrait d'une certaine manière dire que oui. En vrai, c'est pas tant qu'ils aspirent le temps. J'aurais peut-être pas dû formuler la phrase comme ça. C'est pas qu'ils aspirent le temps directement, mais il y a plusieurs façons de voir. Une des façons de voir, c'est de dire que au moment où tu traverses l'entrée d'un trou noir, ça s'appelle l'horizon du trou noir, dès que tu rentres à l'intérieur, ce qui avant était le bas devient du temps et se transforme en futur. Ce qui fait que l'instant où tu mets ton pied à l'intérieur d'un trou noir, le bas, c'est le futur. C'est pour ça que tu tombes, parce que tu ne peux pas revenir dans le passé. Donc, tu es embarqué par le temps dans le futur. Voilà, j'espère que c'était clair. Merci. Si c'est pas clair, c'est normal, hein. S'il a été clair, c'est que c'est mal expliqué. C'est Voilà. comme ça qu'il ouvre toutes ses conférences, Christophe. Louis Pasteur, CM2 Béran, on t'écoute. Bonjour, on est heureux de vous voir, Monsieur Christophe, et ça nous fait très plaisir. J'ai une question. Comment s'est formée la première supernova? Merci pour ta question, elle est super. Écoute, on a parlé du Big Bang au début. Après le Big Bang, il y a eu une quantité d'énergie phénoménale dans notre univers qui s'est transformée en poussière notamment. Et cette poussière, elle était faite presque exclusivement de la plus petite chose qui soit. C'est ce qu'on appelle l'atome d'hydrogène. Et les premières supernovas, les premières étoiles, pardon, sont apparues lorsque ces gigantesques nuages de poussière d'hydrogène sont devenus des boules qui sont devenues des étoiles. Et ensuite, les premières supernovas, c'est quand ces premières étoiles, qui étaient gigantesques, ont explosé. Et ça, c'était il y a environ 13,7 milliards d'années. Et figure-toi qu'on ne les a jamais vues, ces étoiles-là, jusqu'à l'année dernière, enfin cette année, grâce au télescope James Webb, qui peut, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, détecter des étoiles aussi lointaines. Merci. Merci. Avec Merci. plaisir. Nous aussi, on était contents de te voir. Au revoir. À bientôt. L'ATE des Ménuires. Et après, pour conclure, on prendra les CP de Régnier, Essery en Haute-Savoie. ATE les Ménuires. Est-ce que vous avez un micro? Ouais, ça va. Salut, on t'écoute. Bonjour. Bonjour. Comment la Lune fait-elle pour résister à toutes les météorites qu'elle prend? Parce que les cratères, c'est bien des météorites, non? De la Lune. Absolument. Eh ben, tu vois, tu as répondu à ta question. Elle se les prend en pleine tronche et ça devient des cratères. Et vu qu'en général, ils ne sont pas trop gros, ça ne la dérange pas trop, mais ça devient des cratères. J'en profite pour dire en une seconde, s'il y en a parmi vous qui ne sont pas très loin de Nice,
Je vais faire une petite conférence à Nice vendredi prochain et je serai toute la journée de samedi au Salon du Livre de Nice si vous voulez venir me poser des questions. Et pour finir, donc le CP. Ah, bah, ils sont partis. Ah, bah, zut. Ah bah non, on est là. Ah, vous êtes là. Ah, bah, je ne vous voyais plus. Où êtes-vous? Ah, ça y est. Hop. Je sais pas où on est là. Excusez-moi. On vous écoute, excusez-moi. Anna, viens. Anna. Chut, les enfants, asseyez-vous, s'il vous plaît. Vas-y, Anna, on t'écoute, ma puce. Planète. Est-ce que tu peux répéter parce que j'ai pas entendu, pardon? Comment se sont formées les planètes? Ah, les planètes, bah, tu te souviens peut-être tout à l'heure que j'ai montré qu'il y avait des étoiles qui avaient explosé dans l'espace et que la poussière des étoiles qui ont explosé, c'est devenu des nuages gigantesques à l'intérieur desquels il y a des nouvelles étoiles qui sont nées. Et ben, les planètes sont nées au même endroit avec les étoiles à partir de la poussière d'étoiles qui ont explosé. Ça, c'est comme ça qu'on le comprend aujourd'hui et c'est mieux qu'on le comprend parce qu'on a vu que c'était le cas. On a pris des photos et on en a vu dans plein d'endroits. Je peux même te montrer une photo qui montre ça. C'est la première fois qu'on l'a vu, c'était en 2015. Alors pour toi, ça va paraître être il y a extrêmement longtemps, mais pour nous autres, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, c'est pas grave, je ne l'ai pas ici. Mais ce que je voulais te montrer, c'est qu'une naissance d'étoile, ça ressemble à quelque chose comme ça. Ça, l'étoile elle est en train de naître dans le noir qui est au milieu, là, qui est caché par la poussière, et elle éjecte des jets comme ça. Et avec l'étoile, il y a des planètes qui sont en train d'apparaître. Là aussi. Merci, Christophe. On arrive au terme de cette rencontre. Je voudrais, moi, te poser une dernière question, Christophe. Ouais. Est-ce que tu peux nous partager l'image de James Webb que toi, tu préfères, celle que tu aurais envie de partager avec les classes et peut-être nous partager un peu ta pensée sur voilà, notre place dans cet univers et notre place sur Terre et voilà, un moment de philosophie partagé avec toi. Alors, l'image de James Webb, je ne sais pas si je l'ai là, mais je peux en trouver une ici. C'est un peu celle que je trouve folle. Il y en a plein hein, qui sont folles. Il y en a une qui est particulièrement folle, je trouve. Alors, je ne sais pas si on peut la voir là. Elle est dans une carte. Comment elle s'appelle? Peut-être que tu peux m'aider à le tenir ouvert. C'est celle-là. C'est l'image d'un endroit où sont en train de naître les étoiles qui C'est les s'appelle piliers les de... piliers de la Alors, création, ne bougez pas, je vous la qui est partage. absolument splendide et magnifique. Ah, Non, mais je c'est vais vous bon, la on va partager. Non, non, mais en fait, je l'ai téléchargée, donc je vais vous la Voilà. partager tout de suite. Hop, partager. Hop. Elle sera peut-être pas aussi belle que dans les images de Christophe. Hop. Voilà, bon, bah ça, c'est une de mes images préférées. Je la trouve absolument magnifique. Et notre place dans l'univers, bah, ce qui est fou, c'est que déjà, on arrive à voir tellement loin, on arrive à voir tellement de nouveaux mystères, on arrive à découvrir tellement de nouvelles planètes, de nouvelles étoiles qu'on se dit que les possibilités dans cet univers à nous sont quasiment infinies et qu'il y a tellement de nouvelles choses à découvrir que je suis trop content qu'il y ait autant d'enfants, garçons et filles, qui s'intéressent à l'univers et à la science parce que c'est grâce à vous qu'on découvrira des choses, demain. Voilà, c'est ça que j'aime bien. Ben, merci beaucoup. Je vais regarder ça. Comment? Si jamais Oh. vous avez des questions Oui. qui... Alors, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé aujourd'hui, d'avoir été présents. Merci à toi, Christophe, de t'être rendu disponible. Christophe, il fait le tour de la France en ce moment pour partager ces conférences-là et pouvoir discuter du dernier livre qu'il a sorti, Voyage vers l'infini. Mais il y en a plein d'autres. Si jamais il vous Ouais, reste des questions, surtout pour les enfants. Et il existe en poche en plus pour les écoles ou bien vous pouvez le prendre pour le CDI si vous voulez. Ça, il y a plein de questions sur le ciel, les étoiles et tout ça qui sont à l'intérieur. Voilà, c'est adapté aux enfants à partir de 7-8 ans. voilà, donc profitez-en. Merci à toutes et à tous. Moi, je vous partage une dernière image que moi, j'ai beaucoup aimée. C'est que, voilà, si vous vous demandez si il faut se faire la guerre, si il faut se taper les uns sur les autres, si ma couleur est pas la bonne couleur ou la couleur de l'autre est pas la bonne, bah, rappelez-vous que vous êtes ici. Rappelez-vous qu'on est tous sur ce petit point bleu Alors attends, et parce que, que je vais préciser quelque chose.
C'est pas la bonne galaxie. C'est pas la bonne Non. galaxie. Bah, tu vois pourquoi je voulais pas sortir une image à moi. Merci. Je vais Merci. mettre la bonne Je préfère galaxie. la tienne. Je vais C'est mettre la parfait. bonne galaxie. Et mais oui, physicien, c'est un métier. C'est un métier, les gars. C'est pour ça que c'est pas moi qui fais la conférence. Non seulement c'est pas la bonne, pour une raison qui est simple, c'est que on peut pas, on n'est jamais sorti de notre galaxie à nous. C'est beaucoup trop grand, beaucoup trop loin. Ça, c'est notre galaxie à nous, mais c'est pas une vraie photo, c'est une animation. Et là-dedans, ce qui Vous est êtes vrai, ici. c'est qu'on est là, à côté du soleil. Voilà. Voilà. Donc, bah, voilà, gardez cette image en tête. Franchement, Christophe, merci. Merci à Edifis d'avoir organisé cette rencontre. Merci à toutes les classes, à tous les profs de vous être inscrits. Je vous propose que, comme d'habitude, on ouvre les micros et on se dise au revoir en faisant un maximum de bruit. Et on va vous relancer des images de la Terre qui tournent. On dit merci, au revoir. Merci à tous. Merci à Au revoir, ça va s'ajouter, mais pas. Au revoir et merci. On va exploser. Voilà, tout ça. Merci. Au revoir. Regardez, on vous voit là-haut. Alors, normalement. Tout en bas, vous avez quitté. Allez, on va arrêter. Au revoir les gars. Au revoir. Ah, ça c'est rencontre terminée. Embrassez, Gaëlle. On doit en appeler sur Normalement, après. Bah, là, on va arrêter. Ok, allez vous manger. Bah, ouais, bah, écoute, il a été retrouvé dans le couloir. Moi, je l'avais approché. Merci beaucoup. Merci. Pour mettre en place